Bonjour à tous. Donc ce matin, notre invitée est Madame Christine Mazzoli-Guintard, qui enseigne à l'Université de Nantes l'histoire des mondes médiévaux et en particulier le monde médiéval musulman, arabo-musulman. Madame Mazzoli-Guintard, après sa thèse, a été pensionnaire à la Casa Velasquez à Madrid, l'équivalent un peu de l'école de Rome, en Italie, et elle s'est intéressée aux villes espagnoles de l'islam médiéval. Elle a écrit sur Madrid, qui alors n'était qu'une petite ville, mais elle a écrit aussi, bien sûr, un livre sur vivre à Cordoue au Moyen-Âge, sur les solidarités citadines en terre d'islam au Xe et XIe siècle, et elle a aussi écrit sur les villes d'Al-Andalus pendant cette période, d'ailleurs de façon un petit peu élargie. Recevoir Madame Mazzoli-Guintard aujourd'hui correspond à une grande tradition du Collège de France, puisque pratiquement dès sa création, il y a eu au Collège de France une chaire d'arabe. Une chaire d'arabe dont le premier titulaire était Guillaume Postel. Le Collège de France était créé en 1530 et la chaire de Guillaume Postel était créée en 1539. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le Collège de France était créé. Le Collège de France était créé parce que ni l'arabe, ni l'hébreu, ni les mathématiques n'étaient enseignés à la Sorbonne. Et donc l'idée du Collège royal a été de faire connaître et de développer intellectuellement les disciplines qui n'avaient pas leur place à la Sorbonne. Et donc, sa conférence s'inscrit dans une grande et longue lignée. Et nous avons eu aussi, pendant cette même période, la chaire de Thomas Herpenius, qui a publié la première grammaire arabe. Donc, parler aujourd'hui du gouvernement en termes d'islam, parler du califat est un sujet qui correspond à une longue tradition d'études dans cette maison et bien sûr à une grande actualité. Je signale que dans son exposé, Madame Mazzoli-Guintard fera bien sûr de nombreuses références à l'œuvre d'Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun, qui est un grand personnage dont on dit même qu'il a été le créateur des sciences de l'homme au XIVe siècle, dont le discours sur l'histoire universelle, la Muqaddima, a été traduit il y a un peu plus de 25 ans aux éditions, dans une édition du Sud, et maintenant qui se trouve traduit dans la Pléiade. La Pléiade, en effet, a publié en 2 volumes le livre des exemples d'Ibn Khaldoun, avec premièrement son introduction à l'histoire universelle, la Muqaddima, et le deuxième volume comprend l'histoire des Arabes et des Berbères, qui est une des grandes sources pour l'étude politique et intellectuelle du monde musulman, mais pas simplement arabe, puisque justement, lui, il a longtemps vécu dans le Maroc contemporain. Je signale aussi qu'il y a une actualité éditoriale de Ibn Khaldoun, puisque récemment, Hamid Bozarslan lui a consacré un ouvrage, et qu'il y a 2 ouvrages qui sont parus chez Gallimard, l'ouvrage de Christophe Pomian pour évaluer en quelque sorte l'apport d'Ibn Khaldoun à la création des sciences humaines, à l'anthropologie historique aussi, et puis d'autre part le livre d'Abdesalam Shedadi. Donc ces références étant rapidement faites pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient se plonger dans cette œuvre absolument extraordinaire, je suis heureux de donner la parole à Madame Mazzoli-Guintard, qui va parler tout en projetant quelques images du monde sur lequel elle a publié cet ouvrage qui s'appelle « Gouverner en terre d'islam, Xe, XIVe siècle » aux presses universitaires de Rennes. C'est un ouvrage de synthèse savante, puisque cette question du gouvernement en termes d'islam
est au programme du CAPES et de l'agrégation depuis 2 ans. C'est la dernière année où ce thème est au programme du CAPES et de l'agrégation. Et donc, il y a eu publication d'un certain nombre d'ouvrages en direction des étudiants, et celui-ci est un de ceux qui me semble vraiment tout à fait passionnant et remarquable. Donc, je lui donne la parole tout de suite. Très bien, mais je vous remercie, Monsieur Rosanvallon, de l'honneur que vous me faites de m'inviter à venir parler de ce monde de l'islam médiéval, à propos quand même de ce qui n'est somme toute qu'un très modeste manuel de concours, rédigé à la hâte, comme le veut, je dirais, l'exercice, en quelques mois au printemps donc, de l'année 2014. Alors, donc, gouverner en islam au Moyen-Âge, 10e, 15e siècle, et donc depuis l'année 2014, le programme mis au concours du CAPES et de l'agrégation d'histoire, donc pour les étudiants qui préparent les concours d'enseignement du second degré. Alors pour ces étudiants, on leur demande de réfléchir sur un espace et un temps extrêmement large. Cet espace et ce temps très large couvrent la majeure partie du monde musulman entre le Xe et le XVe siècle, un espace immense qui va de l'Atlantique à l'Indus et qu'on a quand même recentré autour de la Méditerranée et autour de l'Arabie. Ces 6 siècles sont des siècles riches de transformations politiques majeures pour l'histoire de l'islam, puisque ces 6 siècles font passer du moment de départ, qui est le moment unitaire du califat arabe et sunnite des Abbassides, à la multiplicité des califats. Dans le premier Xe siècle sont proclamés successivement le califat fatimide chiite du Maghreb oriental et le califat omeyyade sunnite de la péninsule ibérique. Puis l'on passe progressivement à des formes nouvelles de gouvernement qui va se retrouver, ce gouvernement, aux mains de peuples qui s'emparent du pouvoir souverain à partir du XIe siècle. En Orient, c'est le sultanat des Turcs seldjoukides, en Occident, l'émirat des Berbères almoravides. Et puis, si on va au bout de notre histoire, au XIIIe siècle, c'est l'apparition de ce gouvernement tout à fait original qu'est le sultanat mamelouk du Caire. Et le sultanat, l'émirat, conduisent progressivement à l'effacement du premier modèle de gouvernance en islam, le califat, qui est bien sûr l'héritage du temps du prophète. Alors, toutes ces transformations politiques majeures sont précédées à chaque fois par le bruit des armes. Comme les Abbassides ont renversé les Omeyyades de Damas en 750, les Fatimides s'emparent du pouvoir aux dépens des Aghlabides en 909, la révolution de Cordoue en 1009 sonne le glas des Omeyyades d'Occident, les Almohades mènent la guerre aux Almoravides dans les années 1140, les Ayyoubides délogent les Fatimides en 1171, les Mamelouks, les Ayyoubides en 1250, etc. Le dernier sultan Ayyoubi étant assassiné par les Mamelouks de son père. Alors écoutons à ce sujet Ibn Khaldoun, dont on a rappelé la grande importance qu'il a, je dirais, pour non seulement les études d'histoire, les études de sociologie, dont l'œuvre monumentale a été saluée comme l'acte de naissance même de l'histoire en tant que science. Voilà ce qu'écrivait Ibn Khaldoun. La plume et l'épée sont toutes deux des instruments dont le prince se sert pour conduire ses affaires. Mais au début d'une dynastie, tant que le pouvoir n'est pas encore établi, l'épée est plus nécessaire que la plume. Il en va de même à la fin d'une dynastie, lorsque les liens du sang s'affaiblissent et que le dépérissement de l'État diminue le nombre de ses soutiens. Il faut alors faire appel à l'armée. La dynastie en a besoin pour la protéger et la défendre, comme à ses débuts. Dans les deux cas, l'épée l'emporte ainsi sur la plume, le militaire tient le haut du pavé. Alors, des deux instruments dont le prince se sert pour conduire ses affaires, je mettrai l'accent sur le premier. Le pouvoir se prend et se conserve par les armes, c'est vrai, et la militarisation du pouvoir est croissante à compter du XIe siècle et culmine bien sûr avec les Mamelouks, mais le souverain doit, pour se maintenir au pouvoir, se servir de la plume qui lui permet premièrement de justifier sa légitimité, deuxièmement de perpétuer le lien avec les gouvernés et puis enfin bien sûr d'administrer son État et ses sujets, d'assurer une bonne gouvernance.
Première chose, donc, le souverain doit justifier sa légitimité. Je reviens toujours et encore à Ibn Khaldoun, qui avait été un petit peu le fil directeur de la rédaction de cet ouvrage il y a donc 3 ans maintenant. Les fondateurs d'une dynastie, écrivait-il, réussissent avec l'appui de l'esprit de corps de leur tribu et des liens du sang qui entraînent leurs partisans à les suivre jusqu'à ce qu'ils aient revêtu les couleurs du pouvoir royal. Autrement dit, les fondateurs d'une dynastie réussissent lorsque leur représentant apparaît aux yeux de tous comme un pouvoir légitime, juridiquement fondé, reconnu, conforme à la loi et au droit. La légitimité du souverain repose sur une idéologie, d'un côté, une construction intellectuelle destinée à justifier l'ordre politique et social existant, mais aussi sur le respect des devoirs qui incombent au souverain. Alors, l'idéologie fondatrice du pouvoir, c'est bien entendu le califat. Je ferai 2 remarques préalables sur les idéologies des pouvoirs souverains de manière globale en terre d'islam au Moyen-Âge. Première remarque sur les liens entre les pouvoirs et les idéologies. L'élaboration d'une idéologie intervient à des moments différents de la prise du pouvoir par une dynastie. Tantôt, elle précède l'accession au pouvoir. L'exemple, les Fatimides, au moment de leur prise du pouvoir en 909, l'idéologie du califat chiite existe et la prise du pouvoir est précédée d'une propagande de missionnaires ismaéliens en faveur d'un descendant de Hussein, le fils de Ali et de Fatima. Mais l'idéologie peut suivre, en fait, la mise en place d'une idéologie peut suivre la prise du pouvoir. Un exemple, les Mérinides. Les Mérinides s'emparent progressivement du pouvoir au Maghreb occidental dans les années 1220-1230, aux dépens des Almohades, jusqu'à la prise de Marrakech en 1269. Et ils vont élaborer ensuite une idéologie dont les premières manifestations ne sont visibles que dans les années 1270 et qui repose premièrement sur le chérifisme, c'est-à-dire le culte des descendants du prophète. En 1272, le sultan Abou Youssouf proclame héritier le fils qu'il a eu d'une sharifa. Et deuxièmement, cette idéologie repose sur le djihad. La première expédition en péninsule ibérique a lieu en 1275. Deuxième remarque, très générale, sur le fondement du pouvoir en islam au Moyen-Âge, et je dirais au Moyen-Âge en général. Le pouvoir vient toujours de Dieu. Dieu Tout-Puissant délègue son pouvoir. Le basileus à Constantinople et tient ici-bas la place de Dieu. Et cette sacralité du souverain en islam au Moyen-Âge n'a donc rien de spécifiquement islamique. Toujours est-il que dans cette sacralité du pouvoir, il y a quand même une notion qui est fondamentale, qui est celle d'une délégation du pouvoir, je dirais, vis-à-vis du calife. Alors, le premier programme idéologique de l'islam est aussi simple, je dirais, qu'il est fort et puissant. C'est la naturelle légitimité du califat qui persiste bien après la perte du pouvoir réel par le calife. Alors, notre terme de calife vient de l'arabe khalifa qui désigne le remplaçant, le successeur, le lieutenant. C'est un terme qui désigne le successeur du prophète Mohammed à la tête de l'État de Médine dès 632. Abou Bakr, le premier des califes bien guidés, est dit Khalifat Allah ou bien Khalifat Rasul Allah, c'est-à-dire remplaçant de Dieu ou bien remplaçant de l'envoyé de Dieu. C'est le titre aussi que prennent les souverains de la première dynastie de l'islam, les Omeyyades de Damas, qui ont régné de 660 à 750. Alors, cette conception idéologique a une portée religieuse très marquée. Le pouvoir tire sa légitimité de l'islam et fait du calife celui qu'on appelle l'amir al-mu'minin, c'est-à-dire le commandeur des croyants, sachant que ce terme de mu'min, qui désigne le croyant, désigne aussi Dieu lui-même dans un verset du Coran. Le représentant donc de Dieu sur terre auquel tous doivent obéissance. Le calife est d'ailleurs très souvent aussi appelé imam, et presque plus d'ailleurs dans les textes, c'est plus souvent le terme d'imam qui revient que le terme de khalifa, et le terme d'imam désigne aussi plus généralement celui qui dirige la prière.
Alors le calife doit appartenir à la tribu du prophète, cette tribu qu'on appelle des Quraysh, dont je vous ai remis un tableau généalogique extrêmement simplifié derrière moi, simplement pour que vous compreniez où se placent les trois grandes dynasties de califes arabes de l'islam. Les Abbassides descendent d'un oncle du prophète, et plus précisément pour les chiites, dont la dynastie ici c'est celle des Fatimides, pour les chiites, le calife doit appartenir à la descendance directe du prophète par sa fille Fatima et son gendre Ali. Et le calife chez les chiites est une figure véritablement sacrée. L'imam chiite est porteur de la révélation, tout comme le prophète lui-même. Et dans la tradition chiite, le dernier imam de la lignée est une figure messianique qu'on appelle le Mahdi, qu'on appelle aussi l'imam caché, parce qu'il est invisible aux hommes, mais c'est une figure qui est destinée à revenir sur terre à la fin des temps et annoncer le jugement dernier. Cette conception du pouvoir, le califat, a aussi une dimension universelle qui repose sur le principe fondamental de l'unicité du califat. Alors, le principe est rompu dans les faits, c'est vrai, à la fin de la première décennie du Xe siècle, puisqu'en 910 est proclamé Ubayd Allah, le premier calife chiite fatimide au Maghreb oriental, qui est présenté d'ailleurs comme le Mahdi. Et puis en 929, Abderrahman III est proclamé premier calife sunnite omeyyade de Cordoue. Donc dans les faits, c'est vrai que le califat unitaire n'existe plus, mais la prétention au pouvoir universel demeure, je dirais, au moins chez les lettrés, chez les intellectuels. Le calife fatimide se fait désigner comme commandeur des croyants et guide des musulmans, ce qui veut dire les croyants ce sont les chiites et les musulmans les sunnites. Alors le calife de Cordoue disparaît en 1031, le calife du Caire disparaît en 1171, le calife de Bagdad demeure jusqu'en 1258, mais le prestige du califat persiste puisque le sultan mamelouk du Caire, le sultan Baybars, installe au Caire une lignée de califes abbassides, réduite certes à un rôle honorifique, il est là pour introniser le sultan mamelouk, mais qui est le signe, je crois, de l'importance que conserve à la fois le titre et la lignée abbasside. Alors, à partir du XIe siècle, les nouveaux peuples qui viennent au pouvoir, donc les Turcs en Orient, les Berbères en Occident, ces nouveaux pouvoirs vont mettre en place, eh bien, c'est logique, de nouveaux aussi programmes idéologiques. Mais on va quand même conserver le califat, on va conserver une légitimité qui est obtenue par la délégation califale du pouvoir. La délégation califale du pouvoir couronnant la consécration de l'autorité obtenue en général par la force des armes et aussi consacre bien sûr la volonté de réforme religieuse que proclament ces nouveaux peuples. Je prendrai quelques exemples. Le sultanat seldjoukide, sultan est un terme général qui veut dire autorité, et à partir du XIe siècle, le titre devient un titre souverain porté par les Seldjoukides et octroyé par le calife qui délègue ainsi son autorité. Le premier Seldjoukide à obtenir le titre de sultan par l'investiture califale, seul à même de lui garantir sa légitimité, fut Tughril Beg en 1058. 3 ans auparavant, Tughril Beg était entré dans Bagdad, avait chassé l'émir chiite Bouyid et s'était présenté en libérateur du calife et en rénovateur du sunnisme. En 1058, la cérémonie d'investiture met en scène la supériorité fictive du calife, soumis dans la scène, bien sûr, à la puissance militaire du sultan. Alors il y avait eu un précédent. Le régent de l'État abbasside à partir de 936, Ibn al-Raïq, s'était fait proclamer émir des émirs, titre décerné par le calife à celui qui exerce par délégation la pleine autorité sur l'armée et l'administration. Et ce titre d'émir, des émirs, de grand émir, avait été décerné en 945 à Ahmad ben Bouaï, premier émir bouyide, et progressivement, les émirs bouyides avaient évolué vers un nouveau pouvoir dynastique. Les émirs bouyides, donc qui gouvernent
à côté du calife abbasside, de 945 à 1055, se présentent toujours comme délégués, serviteurs du calife abbasside. Ils reçoivent du calife leur diplôme d'investiture, c'est-à-dire que le calife reste la seule source de légitimité. La reconnaissance officielle de la suprématie bouyide dépend du calife. Les grands émirs ne gouvernent que par délégation de l'autorité califale. Le nom du calife donne sa valeur à la monnaie, à côté bien sûr de nom de l'émir bouyide. Autre exemple de ce nouveau pouvoir, cette nouvelle idéologie qui apparaît donc au XIe siècle, c'est l'émirat almoravide. Le titre est un peu différent. Amir vient de Amr, qui désigne tout acte de commandement. Et depuis l'époque omeyyade, ce titre est donné à de hauts fonctionnaires, les gouverneurs de province. Et à partir de l'apparition de ce qu'on a appelé les pouvoirs régionaux, dans la seconde moitié du 8e siècle, c'est le titre que vont prendre des souverains autonomes. Ainsi, l'émir de Cordoue, en 1756, lorsqu'il se détache de l'Orient, prend ce titre d'émir. Et c'est donc le titre que va prendre le berbère Youssouf ben Tachoufine, qui s'empare progressivement du Maghreb occidental. Il s'empare de Tlemcen en 1082, de Tanger en 1084, et en présentant un programme de réforme religieuse, il prend ce titre d'émir des musulmans, Amir al-Muslimin, qui est calqué sur le titre califal, mais qui est différent de celui-ci, par le nom de ceux sur lesquels en fait règne cet émir. Et il fait allégeance à Bagdad, dont il obtient l'acte d'investiture. Autre exemple, le vizirat de plumes et de sabres en Égypte fatimide, le général Badr al-Jamali, appelé à la rescousse par le calife fatimide en 1073 pour rétablir l'ordre au Caire, s'empare de la réalité des pouvoirs en obtenant du calife fatimide le titre de vizir de plume et vizir de sabre, titre qui se maintient jusqu'en 1171. Véritable maître de l'Égypte, le vizir se fait aussi nommer juge suprême. Il fait associer son nom à celui du calife dans l'appel à la prière. Autre exemple, le sultanat mamelouk, un système tout à fait original de pouvoir, car il n'y a jamais eu de réelle dynastie de mamelouk. C'est aussi l'origine servile des sultans, bien sûr, qui est originale. Ce pouvoir a un besoin très fort d'être légitime, de se rendre légitime. Dès 1250, les premiers sultans mamelouks cherchent à affirmer leur légitimité en réclamant leur investiture au calife abbasside de Bagdad. Ils l'obtiennent en 1257, et après la disparition du dernier calife abbasside d'Irak en 1258, le sultan mamelouk Baybars installe au Caire un descendant de l'abbasside et il inaugure la lignée des abbassides du Caire, dont la fonction est de légitimer et de sacraliser le pouvoir des sultans, les sultans reprenant à leur compte une partie de la dignité califale. Alors le sultan mamelouk, lui aussi, a prétendu à l'universel. Sa titulature était sultan de tout l'islam. Il s'est présenté comme le protecteur des lieux saints. Mais dans la préséance protocolaire, le calife siège au-dessus du sultan lors, par exemple, des séances de justice. Alors le sultanat mamelouk consacre bien sûr l'autorité militaire puisque le régime repose entièrement sur l'armée, la compétition pour le pouvoir se jouant au sein des chefs de troupes de mamelouk, les émirs, mais il n'empêche que ce sultan mamelouk avait besoin quand même de cette légitimité califale. Alors dans la légitimité califale, il y a un cas tout à fait à part qui est l'almohadisme. Dans les années 1140, le pouvoir des Almoravides au Maghreb est supplanté par celui des Almohades, berbères originaires de l'Atlas. À l'origine de ce nouveau pouvoir, il y a un homme, Ibn Toumart, qui a étudié en Orient avant de revenir au Maghreb dans les années 1110-1120 dans l'idée de réformer les mœurs qu'il juge contraires à la loi musulmane. Alors il se présente comme le Mahdi. Quand il puise dans l'idéologie chiite, il se présente comme le Mahdi, venu conduire les hommes au salut, les libérer des Almoravides, présentés comme corrompus et hérétiques. Et Ibn Toumart réunit autour de lui à Tinmal une communauté de fidèles, et à sa mort en 1150, c'est son disciple Abd al-Moumin qui prend le titre de khalifa, de successeur d'Ibn Toumart cette fois-ci, et celui de commandeur des croyants,
titre qui signifie bien sûr la rupture avec le califat abbasside. Alors c'est lui, cet Ibn Tumart, qui développe l'idéologie almohade, doctrine extrêmement originale qui puise à presque tous les courants théologiques antérieurs de l'islam, une idéologie qui renoue avec le temps du prophète, puisque après le temps du Mahdi, venant à la fin des temps, recommence l'ère du califat. Donc c'est exactement ce que met en place Ibn Tumart. Et les 4 premiers califes almohades sont qualifiés de califes bien guidés, exactement comme le furent les 4 premiers califes de l'islam. Alors l'almohadisme est en rupture avec le califat abbasside, c'est certain, mais il n'est aucunement en rupture avec le concept fondateur du pouvoir en islam, le califat, et avec l'idée d'une succession du prophète, puisqu'ont été rédigées des généalogies fictives, bien postérieures bien entendu, qui font remonter Ibn Tumart et Abd al-Mumin au calife Ali. Alors, bien sûr, il faut être légitime, il faut revenir au califat pour être un souverain légitime. Mais pour être légitime, il faut aussi accomplir les devoirs royaux. La définition des devoirs du souverain n'a jamais été définie sous la forme de loi, mais elle figure en fait dans des ouvrages de philosophie. Par exemple, Al-Farabi, qui vivait à Bagdad au Xe siècle, dans le livre de la religion, écrit, par exemple, le gouvernant légal et le gouvernant vertueux, celui qui procure aux habitants les biens dans cette vie ici-bas et la félicité ultime dans celle de l'au-delà. La définition des devoirs du souverain se trouve aussi dans les traités de sciences politiques. L'un des plus célèbres est celui d'Al-Marouardi, les statuts gouvernementaux. C'est un auteur qui meurt en 1058 à Bagdad, pour vous le situer dans le temps. Que dit Al-Marouardi? Il dit par exemple que le calife doit assumer le devoir moral de Hisba, c'est-à-dire de commander le bien et d'interdire le mal. À ce titre, il est le gardien du dogme. Il doit garantir l'équité, la justice. Il fait appliquer les châtiments légaux, parce que si Dieu est le juge suprême, origine de toute loi, le souverain est là pour faire appliquer ses ordonnances, le calife est là pour défendre le territoire, maintenir l'ordre, il doit s'entourer de serviteurs fidèles et honnêtes, de façon à bien gérer l'État. Autre type d'ouvrages qui réunissent, je dirais, la définition des devoirs du souverain, les fameux miroirs des princes, dont l'un des plus célèbres est celui de Nizam al-Mulk, le traité de gouvernement, rédigé en persan, traduit ensuite en arabe. Nizam al-Mulk avait été le vizir des sultans seldjoukides à la fin du XIe siècle. Et puis, les devoirs des souverains, on les trouve aussi, bien sûr, dans le prélude à l'histoire universelle d'Ibn Khaldoun, qui, entre autres choses, a écrit ceci, que j'aime beaucoup: un bon gouvernement est celui qui est bon pour son peuple et qui le protège. La monarchie prend son véritable sens quand le roi défend ses sujets. Alors, parmi les devoirs du souverain se trouve bien évidemment la défense du territoire et partant ce qu'on appelle le devoir de djihad, qui a été diversement assumé d'une époque à l'autre et d'un espace à l'autre. Donc ce terme de djihad signifie un effort tendu vers un but déterminé, en particulier l'effort que l'individu accomplit sur lui-même en vue du perfectionnement moral et religieux. Et cet effort personnel, qu'on appelle le djihad de l'âme, est le djihad majeur, et il s'oppose au djihad du corps, envisagé comme un djihad mineur. C'est la guerre en vue de défendre ou de développer, disons, le territoire de l'islam, qui est, parenthèse, la seule forme de guerre légale et concevable en islam, puisque la communauté islamique, du moins en théorie, est une, et qu'une guerre interne au monde musulman est une rupture qu'on appelle une fitna, une discorde, un désordre. Donc le djihad n'est pas une fin en soi, il n'est un mal légitime qui intervient que pour supprimer un mal plus grand encore. Alors, si l'ennemi menace les terres de l'islam, le souverain doit mobiliser ses troupes pour le djihad de façon à remplir sa mission de défense de la frontière. Le djihad est à la fois un attribut
du pouvoir souverain, mais aussi une source de légitimité pour le prince. Alors les califes l'ont pratiqué, les Omeyyades de Damas, les Abbassides également, pleinement engagés dans la guerre contre Byzance. Le souverain Haroun al-Rachid est considéré comme le premier calife razi, c'est-à-dire celui qui pratique des opérations de razzia contre les infidèles. Les Fatimides aussi ont eu recours au djihad pour mener leur propagande lors de leur campagne de conquête et éliminer les Aghlabides, et aussi ensuite pour mener, je dirais, la lutte contre les Abbassides et les Omeyyades de Cordoue. Mais c'est à partir de la fin du XIe siècle et plus encore au XIIe siècle, avec l'expansion des royaumes chrétiens en péninsule ibérique et au Proche-Orient, que le djihad est devenu un enjeu majeur de la souveraineté en terre d'islam. Les Almoravides, dont j'ai déjà parlé, s'appellent en arabe les Almourabitoun, c'est-à-dire les gens du Ribat, le terme qui désigne le lieu où les croyants se réunissent en quête d'ascèse et pour mener des opérations de djihad. Les Almoravides ont reçu un élan du djihad pour bâtir leur empire. Le deuxième émir almoravide, Ali ben Youssouf, est ainsi dépeint par le chroniqueur Al-Marakouchi, qui est pourtant un chroniqueur des Almohades, donc plutôt, je dirais, hostile au prédécesseur almoravide. Il a écrit « Il suivit les normes édictées par son père concernant le djihad, le combat contre les ennemis et la défense du pays. Il avait une conduite droite, des intentions pures et une grande noblesse d'âme. » Alors les Almohades, eux aussi, ont mené le djihad contre les Almoravides, afin, je dirais, de prendre leur place. Alors en Orient, c'est là que le djihad a été le plus développé. C'est lui qui a permis à des militaires de s'imposer au pouvoir et de fonder des dynasties, celle des Zanguides, celle des Ayyoubides, fondées par des émirs combattants du djihad. Donc Zangui, qui était le fils d'un officier turc du sultan Seljoukide, nommé gouverneur de Mossoul en 1127, Atabeg, c'est-à-dire tuteur des deux fils du sultan, est chargé de mener le djihad en Syrie. Il s'empare d'Édesse en 1144 aux dépens des Francs et il est à l'origine de la dynastie des Zanguides, dont le plus illustre représentant est Nour al-Din, 1146-1174. Alors, le pouvoir des Zanguides est un pouvoir qui est né du devoir de djihad confié par le souverain et légitimé ensuite par le calife abbasside qui reconnaît leur autorité dans des documents officiels. La légitimité procurée par le calife abbasside est affichée aussi dans la prière du vendredi midi et dans la monnaie frappée au nom du calife et donc au nom du Zanguide. Saladin, 1171-1193, à l'origine de la dynastie des Ayyoubides, est aussi un soldat des troupes de Nour al-Din. Il intervient en Égypte où il est nommé vizir en 1169 dans un état fatimide en pleine décomposition. Et à la mort du calife en 1171, il fait prononcer la prière au nom du calife abbasside. Et en 1174, il reçoit l'investiture du calife abbasside. Autrement dit, on a là la venue au pouvoir de souverains non légitimés par leur ascendance et qui vont précisément utiliser le djihad pour leur légitimation. Ce sont les opérations de djihad menées avec succès qui leur permettent d'obtenir l'investiture du calife abbasside. Alors ceci dit, le non-respect des devoirs et plus encore la violation de la charia constitue une limite à l'obéissance absolue que les croyants devaient au calife. Je résume. Le pouvoir doit être légitime. S'il rompt la légitimité, il n'est plus. Je prends un exemple. En 976, à la mort du calife omeyyade Al-Hakam II à Cordoue, est porté sur le trône un enfant. Et c'est le Hajib, le Premier ministre, si vous voulez, Al-Mansour, qui va exercer la réalité du pouvoir et qui va habilement savoir le confisquer au profit de sa famille. Il va tirer sa légitimité de ses campagnes militaires. Son premier fils lui succède sans problème. Mais son second fils, qu'on va appeler Sanchuelo, a la très malencontreuse idée de se faire reconnaître héritier du calife. Qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il déclenche la colère des Kouraïchites, des fidèles des Omeyyades, et il déclenche la révolution de Cordoue. Alors, ce souverain légitime doit également communiquer avec ses sujets, il doit se mettre en scène de manière efficace et, je dirais, perpétuer en fait le lien avec ses gouvernés.
Alors, comment communiquer avec les gouvernés? Eh bien, d'abord en faisant résonner le nom du souverain. On communique, en fait, je dirais, verbalement, et puis ensuite également visuellement. Alors, faire résonner le nom du souverain, cela se fait de deux manières différentes. C'est d'abord la bahia, puis la khutba. Qu'est-ce que la bahia? Ce sont tout à chaque fois des manières d'obtenir en fait l'adhésion des sujets. La bahia est le serment par lequel les sujets reconnaissent l'autorité et la légitimité du souverain et lui jurent obéissance. La bahia est prêtée lors de l'avènement du prince, bien entendu, mais aussi parfois lors des opérations de reconquête de certaines régions rebelles. Ça a été en particulier le cas chez les Hafsides. Après la reconquête d'une ville, ils redemandent la bahia des populations. La bahia est donc une promesse d'obéissance et sans cet acte, aucun prétendant au trône ne peut régner et asseoir une autorité quelconque sur les populations. Le contenu de la bahia, c'est quoi? Ce sont des gestes d'humble salutation, sur le modèle en fait de la proskynaise byzantine, suivis de formules de soumission prononcées à haute voix. Alors la bahia, en général, se fait en deux temps. D'abord les dignitaires dans la capitale et puis ensuite le peuple dans les provinces, où là ce sont les gouverneurs des différentes provinces qui reçoivent la bahia des populations au nom, si vous voulez, du souverain. Un exemple, Abderrahman III, d'abord nommé émir en 912, il reçoit la bahia des dignitaires dans la grande mosquée de Cordoue, donc en présence des membres de la haute administration, du préfet de la ville, du cadi, du responsable de la police, du responsable du marché. Puis ensuite, il fait envoyer des lettres aux gouverneurs de province afin qu'ils fassent de même, qu'ils obtiennent, je dirais, l'adhésion des populations dans les provinces. Alors on conserve en particulier un acte complet de bahia, celle du sultan nasride Mohamed V, qui a été rédigé par l'un des plus grands auteurs du sultanat nasride, le fils Ibn al-Khatib. C'est un très long texte qui fait 11 pages, qui rappelle tous les mérites des souverains de la dynastie, qui rappelle comment le pouvoir a été transmis au sein d'une lignée, et ça se termine bien entendu par 2 pages de louanges et de formules destinées donc à Mohamed V. Deuxième acte qui permet de faire résonner le nom du souverain et qui permet au sujet, je dirais, de rappeler qui est le souverain légitime, c'est la khutba, c'est-à-dire le sermon qui est prononcé lors de la prière du vendredi midi, que l'on prononce donc au nom du souverain régnant, ce qui est une manière, bien entendu, de renouveler l'adhésion des sujets. Dans le cas du sultanat seldjoukide ou de l'émirat almoravide, le nom du calife légitimateur est aussi mentionné dans la khutba à côté du nom du sultan ou de l'émir. Alors c'est très pratique d'ailleurs la khutba parce que ça permet aussi de rompre une obédience. Lorsque les Zirides de Kérouan rompent avec les Fatimides du Caire, dont ils étaient les lieutenants depuis 973, eh bien, c'est tout simple, ils cessent d'invoquer le nom du calife fatimide dans la prière du vendredi à partir de 1048. Ça signifie qu'ils ont rompu, je dirais, leur obéissance, leur allégeance aux Zirides du Caire. Idem, lorsque Saladin rejette en 1171 le chiisme des Fatimides, eh bien, il fait dire la prière au nom du calife abbasside et ça suffit tout simplement, je dirais, à mettre fin à la dynastie fatimide du Caire. Deuxième chose, lorsqu'on est un souverain, il faut aussi perpétuer le lien avec les gouvernés en étant visible et invisible. Et j'aime beaucoup à Grenade cette tour de Comares qui est la tour à l'intérieur de laquelle se trouve la salle du trône du sultan Nasrid. C'est la tour la plus élevée de l'Alhambra, c'est sans doute aussi la plus importante par ses dimensions, salle du trône de tout l'islam, de tout le monde médiéval d'ailleurs au-delà de l'islam. Et c'est une tour extrêmement
extraordinaire parce que quand on est au pied de la tour dans le quartier de l'Albaïcine, eh bien, on ne peut que la voir. On ne peut que la voir, mais aussi essayer de deviner le sultan à l'intérieur recevant ses ambassadeurs ou ses conseillers. Donc il faut être visible de manière permanente, tout en demeurant caché. Il faut se montrer tout en cultivant la distance et l'évanescence. Les califes vivaient principalement retirés dans leur palais, à l'abri des murailles, ou bien ils recevaient dissimulés derrière un rideau. Mais les califes organisaient aussi des processions lors des fêtes de l'islam et ils faisaient circuler leur nom sur leur monnaie, ou ils faisaient aussi circuler ce qu'on peut appeler leur image. Je m'explique, il n'y a pas bien sûr de silhouette du souverain, mais les Almohades, qui ont vraiment voulu rompre avec tout ce qui les avait précédés, ont mis en circulation des monnaies carrées pour marquer, je dirais, la différence avec ce qui les précédait. Alors, je vais simplement vous proposer d'observer, dans le cadre de la capitale, les marqueurs du pouvoir et plus particulièrement les éléments matériels destinés à signaler le pouvoir. Parce que le marquage urbain, il faut aussi penser à des formes immatérielles. C'est par exemple la nomination, c'est-à-dire des lieux de la ville qui maintiennent la mémoire de membres de la famille du souverain. Et le marquage immatériel, ce sont aussi les sons, ce sont les discours, par exemple, que prononce le souverain du haut de la terrasse qui surplombe la porte du palais, par exemple. Alors, ces marqueurs matériels, pour me contenter de cela, sont parfois des signes discrets. C'est une fontaine que construit le souverain, auprès en général quand même de son palais, mais ce sont plus souvent des empreintes beaucoup plus massives. C'est le palais et à côté de lui en général la mosquée. L'empreinte la plus massive, bien sûr, d'un marqueur du pouvoir urbain, c'est la fondation d'une ville nouvelle par le souverain. Ces traces, elles sont parfois des traces permanentes. C'est la masse architecturale du palais. Celle de l'Alhambra domine toujours encore aujourd'hui, bien sûr, Grenade. Ces traces, elles peuvent être aussi temporaires. Ce sont les rituels, les processions lors des fêtes religieuses. C'est l'exposition du décor des rebelles, par exemple. Alors, je vais prendre un certain nombre d'exemples autour des deux lieux où le pouvoir se donne à voir. Le palais, qui est la résidence du souverain. C'est là que se trouvent aussi les bureaux de gestion de l'État, c'est là que se trouve la salle de réception des ambassades, c'est le lieu de la vie de cour, et l'autre lieu où le souverain se donne à voir, ou du moins à entendre, c'est la grande mosquée, l'édifice où le nom du souverain est rappelé chaque vendredi avant la prière. Alors, pour balayer, je dirais, très large, ces 6 siècles, on peut, je dirais, de manière simple, présenter les choses de la façon suivante. Au temps des califats arabes, nommés 3 califats arabes, abbassides, fatimides, omeyyades, on est au temps des villes-palais, ou ce que j'ai appelé la prépondérance du politique, du moins dans le monde sunnite. Dans le monde chiite, des Fatimides, c'est un petit peu différent. Premier exemple, Bagdad, donc capitale des Abbassides, où on a une capitale pour une dynastie, tout au long de son histoire, ou presque, sauf la petite parenthèse de Samarra. La ville donc fondée par le 2e calife abbasside. Et donc à l'origine, la ville ronde, que vous avez là derrière moi, avec au centre d'une esplanade, collés, juxtaposés l'un à l'autre, du moins d'après les sources textuelles, le palais et la grande mosquée, selon un dispositif que l'on fait remonter au prophète qui avait installé la première mosquée dans sa maison à Médine. Et lors de la croissance urbaine de Bagdad, se sont multipliées les résidences princières, à la fois des Abbassides, mais aussi les palais des émirs bouyides, mais aussi les palais des Seljoukides. Autre exemple de cette prépondérance du politique, vous allez voir là un petit peu nuancé dans le cas des Fatimides. Les Fatimides ont eu, eux, 3 capitales successives au long de leur histoire qui ont suivi en fait les vicissitudes politiques des califes, 2 en Ifriqiya, Mahdiya, Sabra al-Mansouriya, qui est d'ailleurs une ville ronde, et puis donc le Caire. Alors je m'intéresse simplement au Caire. Au Caire, on retrouve ce phénomène d'une cité dynastique isolée de la ville et de sa population, parce que la population est en grande majorité chiite et que le calife fatimide est un calife chiite, donc il s'éloigne, il se met à l'écart de cette population en entourant, je dirais, d'une muraille, cette ville qu'il place d'ailleurs Al-Kahira au Caire à quelques bonnes
bonne distance de la première ville du Caire qui est Foustat, qui est située plus au sud et qui va rester la ville, on va dire, civile, bourgeoise, tandis qu'Al-Qaïra est la cité palatine. Les Fatimides, en revanche, de par, je dirais, leur conception d'un imam chiite qui a, je dirais, un caractère d'une divinité fort accentuée, les chiites fatimides vont développer au Caire un très important programme d'urbanisme religieux qui rappelle donc que ce calife chiite est choisi et éclairé par Dieu, qu'il est porteur de la révélation, tout comme le prophète. Les Fatimides construisent plusieurs mosquées, dont bien entendu la grande mosquée Al-Azhar, située juste à côté du palais, un petit peu plus au nord la mosquée Al-Hakim, la mosquée Al-Akmar aussi, et ils construisent également un certain nombre de mausolées consacrés à des membres de la famille du prophète et de Ali, cette fois-ci à l'extérieur de la ville palatine, pour renforcer le prestige de la dynastie, mais aussi pour propager les thèmes chiites. Donc voilà un exemple. Et puis, dernier exemple, le Cordoue, la capitale des Omeyyades, reste, je dirais, la même ville depuis la fondation de l'émirat en 756 jusqu'à la disparition du califat en 1031, mais cette capitale se transforme, elle conserve la même association topographique palais-grande mosquée, qui est un marqueur fort du pouvoir situé sur l'axe le plus fréquenté de la ville, et la grande mosquée, fondée en 785 par le premier Omeyyade, reste le symbole de la dynastie. C'est pour ça qu'elle est successivement agrandie par les califes, de façon à bien montrer l'association entre, je dirais, le monument et la famille régnante. Et lorsque le souverain Omeyyade prend le titre de calife en 929, il va assortir cette prise de titre califal d'une construction qui marque sa nouvelle dignité, la construction d'une ville palatine, la ville palatine de Madinat al-Zarat, située à 6 km à l'ouest de Cordoue, où le bâtiment là, qui est juste derrière moi est la mosquée. Vous voyez, l'ensemble des autres bâtiments donc, découverts par les fouilles sont au contraire la zone palatine. Vous voyez là, je dirais, le déséquilibre entre la superficie, la topographie consacrée à l'espace du religieux par rapport à l'espace, je dirais, du politique. La grande mosquée, par ailleurs, est sur une terrasse en contrebas de l'espace palatin. Dernière évolution, je dirais, on avance dans le temps. Au temps des nouveaux peuples, apparaît dans le paysage urbain une ville un petit peu différente par sa configuration, celle qu'on a appelée les villes à citadelle, les villes identitaires également, puisque nos nouveaux souverains, qui n'ont pas de légitimité naturelle et historique comme l'avaient les califats arabes, vont s'isoler de leurs sujets dans des citadelles nettement séparées, isolées de la ville, comme l'ont été par exemple les citadelles des rois de Taïfas en Al-Andalus, ainsi donc celle d'Almeria qui est donc sur l'image derrière moi, vous voyez, placée sur une butte bien, je dirais, bien à l'écart de la ville. Ce fut le cas aussi à Marrakech de la Casbah construite par les Almohades, c'est la partie la plus méridionale de la ville. Le calife almohade Yaqub al-Mansour, construisant une nouvelle citadelle au sud de la ville, à l'extérieur de la muraille méridionale de la ville. Il crée une entité qui est séparée, isolée de la ville, qui comprend à l'intérieur palais, mosquée, hippodrome, et qui s'ouvre par une porte monumentale à fonction donc strictement ornementale. C'est une entrée toute droite, par contre magnifiquement décorée. On aurait pu prendre aussi comme exemple la citadelle de Saladin au Caire, qui sert non seulement à marquer la rupture, bien sûr, avec le califat fatimide. Il faut quitter les palais des Fatimides, et puis c'est aussi donc une volonté de s'isoler de la ville civile. Alors, ces nouveaux souverains, à partir du XIe siècle, tirent aussi leur légitimité en partie de la défense du sunnisme. Alors, ces nouvelles capitales vont affirmer leur caractère identitaire par un programme d'urbanisme religieux, je dirais, plus ou moins développé. Les Almohades vont à Marrakech d'un côté, c'est l'image qui vient donc du site Kantara, et puis l'autre derrière moi, c'est la fameuse Rilalda de Séville. Le calife Abd al-Moumin fait édifier une nouvelle mosquée à Marrakech dès son entrée dans la ville,
à l'emplacement d'un palais almoravide, ce qui est très symbolique. Il s'agit de gommer les traces de la dynastie précédente et de remplacer les fastes palatins par la rigueur de la foi. Et ce minaret de la grande mosquée almohade de Marrakech est copié à Séville et également à Rabat, le but étant de diffuser le même programme décoratif dans les grandes villes de l'Empire, ce qui revient à diffuser bien sûr le même message unificateur. Autre exemple, l'implantation des Ayyoubides au Caire signifie la restauration du sunnisme et la mise en place de deux édifices de type nouveau, la madrasa d'un côté et le couvent pour la retraite des mystiques soufis de l'autre. Et c'est Saladin qui fonde et la première madrasa en 1170, donc avant en fait je dirais la prise du pouvoir, et le premier couvent pour les soufis en 1173. Alors, lorsqu'on parvient au temps du nouvel âge des sultanats, 13e, 15e siècle, là, j'aime à dire que l'Orient marque le pas, qu'en fait, les initiatives en termes d'urbanisme reviennent davantage à l'Occident. Donc, après la disparition du pouvoir effectif des califats au milieu du XIIIe siècle, que ce soit donc le califat basside en Irak, renversé par les Mongols, ou bien le califat almohade de l'Occident, renversé par les Mérinides, eh bien, on voit l'Occident le renouer avec une vieille tradition princière qui est celle de la fondation urbaine. Le premier sultan nasride, Mohamed ben al-Ammar, Mohamed le Rouge, pose à Grenade les premières pierres de celle qui devient donc progressivement l'Alhambra. Autre exemple, les Mérinides construisent à Fès une nouvelle ville fortifiée, Fès-la-Neuve, à partir de 1276, et ces mêmes Mérinides vont construire à Algésiras une ville nouvelle à partir de 1275. Par contre, que ce soit en Orient ou en Occident, se développe assez largement l'architecture religieuse, mais Fès, en Grenade, on va commencer par elle. Grenade est fondée, donc la seule et unique d'ailleurs madrasa fondée par un sultan en péninsule ibérique. Fès doit aux Mérinides la très incomparable parure de ces madrasas, comme l'écrivait Henri Terrasse, dont le but est là de rompre avec l'almohadisme. Se multiplient aussi les mosquées dans la Tunis des Hafsides, 8 mosquées au milieu du XVe siècle, mais c'est bien entendu le Caire des Mamelouks qui se dote du plus important programme d'architecture religieuse, parce que plus que tous les autres souverains de leur temps, les Mamelouks d'origine servile, d'origine étrangère, éprouvèrent le besoin de se légitimer par des fondations pieuses. Le sultan Nasir Muhammad, au cours de son règne, entre 1293 et 1340, a fait édifier 54 monuments de l'architecture religieuse, mosquées et madrasas. Donc là aussi, je résume, perpétuer le lien, maintenir le lien avec les gouvernés est absolument indispensable parce que c'est le moyen de rappeler qui est le souverain légitime, celui qui est responsable de la juste administration de l'État. Il faut en effet administrer avec justice l'État et ses sujets. Et je reviens une fois encore à Ibn Khaldoun qui écrivit ceci, « Le calife agit comme vicaire du législateur, c'est-à-dire le prophète Muhammad, pour préserver la foi et gouverner la terre. Le législateur était investi d'une double charge spirituelle, car il devait transmettre au peuple les obligations religieuses et le faire agir en accord avec elles, et temporelle, en qualité de responsable des intérêts de la civilisation humaine. » Et un petit peu plus loin, Ibn Khaldoun précise « Le sultan est chargé d'une lourde tâche. Il lui faut, pour cela, s'appuyer sur les autres. Parce que si c'est au souverain qu'il revient de bien gérer l'État, celui-ci ne peut le faire qu'en déléguant les pouvoirs que Dieu lui a confiés, en nommant et en destituant vizir, cadi, hadjib, chef de la police, bref, tous ceux qui occupent les plus hautes fonctions dans l'État et en permettent le fonctionnement. Alors, ce qui dit bien Ibn Khaldoun, c'est que celui qui gouverne à la fois au spirituel et au temporel en déléguant les pouvoirs. Et Ibn Khaldoun a distingué les fonctions religieuses
du califat des charges gouvernementales. Alors pour lui, il y avait 7 fonctions religieuses du califat. La première, c'est la direction de la prière, qui est confiée à un prédicateur officiel qu'on appelle le khatib. Les Omeyyades de Damas avaient considéré la direction de la prière comme étant leur privilège, mais les califes abbassides et les califes fatimides, au début de leur dynastie, ont choisi un représentant pour diriger la prière en leur nom. Deuxième fonction religieuse du califat, le mufti, qui est le jurisconsulte qui délivre des avis juridiques, des fatwas, que le calife choisit parmi les savants en sciences religieuses, ce qu'on appelle les oulémas. Troisième fonction religieuse du califat, toujours selon Ibn Khaldoun, le qadi, le juge, qui est chargé de juger les conflits entre particuliers. Les califes ont exercé la judicature au moins jusqu'au règne de l'Abbaside al-Mu'tadi, qui règne en 869-870, puis les califes ont nommé et destitué bien sûr les cadis. Quatrième fonction, la shurta, c'est-à-dire la police. Le chef de la police, le saïb al-shurta, était chargé de la répression des crimes. Cinquième fonction religieuse du califat, le haddil, le témoin légal, dit aussi témoin professionnel ou instrumentaire, qui témoigne à charge ou à décharge lors des procès et apporte au cadi les preuves authentiques pour qu'il puisse juger. Sixième fonction, la hisba, qu'on traduit en général par contrôle des marchés, même si c'est plus large que cela. Le contrôleur du marché est subordonné au cadi, c'est lui aussi un délégué du cadi qui est lui-même un délégué du calife. Il recherche les abus et il veille à la sauvegarde des intérêts de tous. Et puis enfin, Ibn Khaldoun place parmi les fonctions religieuses la sikka, c'est-à-dire la monnaie, parce que l'institution qui est chargée de la frappe des pièces doit protéger les musulmans contre toute fraude sur la qualité de la monnaie. Alors, à côté de ces fonctions religieuses, eh bien, il y a aussi des charges gouvernementales qui sont réparties selon Ibn Khaldoun en 4 catégories qui correspondent aux 4 domaines de l'activité du souverain, à savoir d'abord les moyens de défense de la communauté, la direction des troupes, de l'armement, des opérations militaires. Tout cela, c'est l'affaire du vizir, de ce terme vizara qui signifie littéralement l'aide. Le vizir est le principal auxiliaire du pouvoir. Il est le chef de l'administration, le chef du gouvernement. Lorsque les Abbassides perdirent la réalité du pouvoir au profit des Bouyides d'abord, puis des Saljukides ensuite, ceux-ci ont aussi pris des vizirs pour diriger leur propre administration. C'est-à-dire qu'on a eu en fait 2 administrations parallèles, le vizir du calife abbasside et le vizir du sultan seljukide. Alors le terme de vizir a évolué aussi selon, je dirais, les époques, et chez les Mamelouks, en revanche, le vizir est devenu un subalterne sans pouvoir, encore que le percepteur des impôts, mais voilà, Ibn Khaldoun nous dit un subalterne avec de moindre pouvoir, bien sûr, que sous les autres dynasties. Alors aux côtés du vizir, il y eut parfois un amiral, l'Amir al-Bar, chez les Omeyyades de Cordoue, chez les Fatimides, chez les Almoravides, chez les Almohades ou encore chez les Mérinides, l'amiral qui venait en fait seconder le vizir pour certaines opérations bien précises. Deuxième charge gouvernementale du califat, la correspondance. La correspondance avec ceux que l'espace et le temps tiennent éloignés du prince et l'exécution des ordres concernant les personnes sans contact direct avec celui-ci. Telle est la charge du secrétaire du katib, qui doit donc être responsable de cette correspondance. Alors le secrétaire est chargé de noter, d'enregistrer toutes les décisions qui sont prises par le souverain lors des audiences. Donc sous les Abbassides, le secrétaire détenait une très haute fonction puisqu'il signait les lettres au nom du calife
les scellants avec le cachet du prince. Et son office a perdu en importance lorsque d'autres fonctionnaires ont gagné du pouvoir, la signature du secrétaire devenant alors sans valeur et étant remplacée par celle de son supérieur, ainsi sous les Hafsides de Tunis, lorsque la charge de chambellan a pris de l'importance aux dépens du Khatib. Troisième charge gouvernementale, la rentrée de l'impôt et le contrôle des dépenses qui incombe à celui qu'on peut appeler le grand argentier, le Saïb al-Mal wal-Jibaya, qui est indispensable bien sûr à l'exercice du pouvoir, le service de l'impôt, veille aux droits de l'État, je cite toujours Ibn Khaldoun, veille aux droits de l'État en matière de recettes et de dépenses, il tient à jour la liste nominative des militaires, il fixe leurs soldes, leurs payes et paye leur traitement en temps voulu. Ce ministère est tenu par une seule personne qui supervise toutes les opérations, qui est le chef du diwan, du bureau donc chargé des finances. Quatrième charge gouvernementale du califat, le chambellan, le hadjib, qui garde la porte du prince et qui garde en particulier, bien sûr, le hijab, c'est-à-dire le rideau qui cachait le souverain aux yeux du public et dont le chambellan donc, a en quelque sorte la garde, puisqu'il est chargé de l'accès du public auprès du souverain. Alors, le hadjib a été, selon les dynasties, selon les moments et les lieux, un fonctionnaire de rang divers. C'est un fonctionnaire de rang subalterne chez les Abbassides, on pourrait dire c'est un huissier tout simplement. C'est en revanche un très haut dignitaire chez les Omeyyades. C'est l'intermédiaire entre le prince et les vizirs, puisque c'est un hadjib al-Mansour qui va s'emparer du pouvoir aux dépens du calife dans les années 980. C'est un intendant du palais chez les Hafsides qui reçut de plus en plus d'attributions jusqu'au moment où un sultan hafside, Abou l'Abbas, 1370-1394, supprime la charge du chambellan parce que justement il avait pris un petit peu trop de place et dirigea lui-même les affaires. Et chez les Mamelouks, eh bien, le hadjib est un officier de l'appareil judiciaire. Alors, toutes ces institutions qui permettent de gouverner l'État, l'institution religieuse du cadi, l'administration civile du vizir, du hadjib et des différents bureaux, toutes ces institutions dépendaient, ainsi que le stipule Ibn Khaldoun, du califat. Un califat alors qui pourrait apparaître comme tout-puissant à l'image de la toute-puissance divine qui a délégué au calife son autorité sur les hommes. Alors non, parce qu'il y a deux limites, du moins les plus visibles, celles que je vais évoquer. Il y a deux limites à cette toute-puissance apparente. Une qui est externe au calife, c'est le rôle croissant des oulémas, et une qui est, je dirais, interne au prince, c'est le bon gouvernement qu'il doit mettre en œuvre. Alors, le calife doit être un juste arbitre en son État et je dirais que sa bonne gouvernance va en particulier être contrôlée, soumise à la tutelle des oulémas. Les oulémas, c'est-à-dire les savants, les détenteurs du savoir, des sciences religieuses bien sûr avant tout, qui sont consacrés par leur père. On n'est pas consacré ouléma par un calife, mais on est consacré ouléma par un autre ouléma. Les oulémas vont jouer un rôle de plus en plus important auprès du souverain et ils vont contribuer à tempérer sa toute-puissance en s'imposant comme interprète et seul interprète de la loi religieuse, du moins pour le monde sunnite. L'évolution est très différente, bien sûr, dans le monde chiite, où l'imam est lui-même source de loi. Les chiites attribuent au calife des hadiths, ils sont considérés comme des imams impeccables, infaillibles, des juges infaillibles, donc la situation est un petit peu différente. Moi, je parlerai en fait uniquement du pouvoir, là maintenant, dans le monde sunnite. Alors, à l'époque omeyyade, des Omeyyades anciens, ceux de Damas, les premiers, et à l'époque abbasside, du moins jusqu'au premier tiers du IXe siècle, je déborde un petit peu le cadre chronologique que je m'étais fixé, mais c'est pour resituer ce rôle des oulémas sur la longue durée. La première époque omeyyade, l'époque abbasside, peut être considérée comme une époque d'absolutisme du pouvoir califal. Le calife abbasside, Al-Mamoun, 813-833, s'est même arrogé le privilège de la définition du dogme
en tentant mais en vain d'imposer le mu'tazilisme, une doctrine qui, entre autres, imposait le thème du dogme du Coran créé. Et à partir de là, de lui, il y a une révolte qui se passe au niveau des oulémas, et les califes ensuite n'auront plus la capacité de dire la loi. À partir du Xe siècle, donc, les oulémas s'affirment comme étant les seuls et véritables interprètes de la loi religieuse, le calife, jouant simplement le rôle de gardien et d'arbitre, de telle sorte que l'absolutisme califal est encadré par l'affirmation du rôle des oulémas. Les califes, bien sûr, peuvent, ils le font, prendre position en faveur de tel ou tel savant. À partir de 1018, le calife abbasside va prendre position en faveur des savants traditionalistes et contre donc ceux qu'on appelle les mu'tazilites, et il s'impose comme l'arbitre du débat religieux. Ce rôle grandissant des oulémas auprès du pouvoir est tel qu'au XIIe siècle, un savant comme Al-Khazali, qui est mort en 1111, théorise la tripartition de l'autorité entre le calife, que lui d'ailleurs il appelle imam, le sultan et troisième partie, les oulémas. Que dit-il? Le sultan est là pour conduire la guerre et l'État. Les oulémas sont là pour définir le dogme et l'imam est le pivot simplement de l'ordre public et religieux, au rôle qui bien sûr est devenu en plus extrêmement symbolique. Ibn Taymiyyah, qui est mort en 1328, va plus loin encore puisqu'il développe l'idée d'un mode de gouvernement conforme à la loi où l'imama, c'est-à-dire entendons le califat, ne joue plus le premier rôle. Et Ibn Taymiyyah distingue deux choses. D'un côté, la souveraineté légitime qui appartient à Dieu seul et a été transmise aux prophètes et aux oulémas, véritables héritiers des prophètes. Et il distingue à côté de cela le pouvoir fort, bien sûr, indispensable au maintien de l'ordre et à l'application des règles de la loi, ce qu'il appelle la wilaya, un gouvernement par délégation qui a pour fonction, bien entendu, de faire triompher la parole de Dieu et qui tire sa seule légitimité de la mise en œuvre de la loi. Ce pouvoir fort doit s'appuyer sur les oulémas pour être éclairé en ce domaine et il ne faut pas s'opposer à lui, même s'il est un tyran, à partir du moment où son comportement n'est pas contraire à la loi. Ce rôle grandissant, croissant des oulémas à la cour intervient pour critiquer le pouvoir. Certains oulémas de Bagdad ont osé adresser des remontrances au souverain quant à ses actions jugées peu conformes à la loi islamique. En Al-Andalus, ce sont les oulémas qui émettent la fatwa qui proclame la déchéance des rois de Taïfas. Et ce sont les mêmes oulémas d'Al-Andalus qui viennent demander l'aide de l'émir almoravide pour qu'il vienne les libérer du gouvernement jugé indigne par eux des rois de Taïfas. Et ces mêmes oulémas, quelques années plus tard, seront extrêmement critiques à l'encontre des almoravides. La population de Cordoue se révolte ainsi en 1121 contre la garnison almoravide. La révolte est soutenue par les oulémas de Cordoue, de telle sorte que lorsque l'émir almoravide vient, je dirais, à l'aide de ses troupes à Cordoue, il n'ose pas donner l'assaut à la ville parce que les oulémas, je dirais, tiennent en fait la tête de la révolte. Un autre exemple, un peu plus tard, à Damas, en 1268, les oulémas s'opposent au sultan mamelouk Baybars et l'empêchent de mettre la main sur les biens de la ville de Damas que Baybars vient de libérer des Mongols et il estimait qu'il avait, ma foi, droit de s'emparer des biens de la ville. Les oulémas s'opposent à Baybars et Baybars renonce, je dirais, pour ne pas fâcher, contrarier les oulémas. Alors ces oulémas ont un rôle tellement croissant qu'ils viennent même parfois à remplacer temporairement le pouvoir. Au Caire, en 1131, à un moment, je dirais, de faiblesse du califat fatimide, eh bien, le vizir désigne un collège de cadis, donc de savants en sciences religieuses, pour remplacer temporairement le calife.
Alors, cet arbitre de l'ordre public et religieux, soumis au contrôle des oulémas, ce souverain doit par ailleurs gouverner avec équité, ce qui est la condition même du bon gouvernement. L'exigence de justice et d'équité se trouve à la base du consentement politique et de l'allégeance des sujets. C'est une thématique que l'on voit revenir, je dirais, régulièrement sous la plume des lettrés. Un exemple, Al-Khazali, toujours lui, mort en 1111, je cite, « Le gouvernement peut se perpétuer dans l'incroyance, mais pas dans l'injustice ». Autre exemple, Al-Arawi, un auteur d'Alep, mort en 1215, le prince, je cite, doit recevoir les faveurs de Dieu avec gratitude et obéissance, en traitant bien ses sujets, en faisant régner la justice, en empêchant l'oppression ou la tyrannie, en ordonnant le bien et en interdisant le mal. Alors, les qualités attendues des souverains sont évoquées dans cette littérature que l'on appelle les miroirs des princes et qui avait été, je dirais, magnifiquement étudiée il y a quelques années maintenant par Jocelyne Darclia. Que disent ces miroirs des princes? Ces miroirs des princes enjoignaient aux souverains de respecter les vertus nécessaires aux gouvernants, à commencer par la justice, puisque l'exigence de justice est à la base du consentement politique et de l'allégeance. Le souverain n'est redevable de compte que devant Dieu et les sujets sont en droit, dans cette perspective, d'exercer une certaine pression sur lui. Alors, ces miroirs des princes constituent une sorte d'art profane du gouvernement où les rois modèles du passé sont des miroirs, effectivement, qui renvoient l'image idéale à laquelle le prince doit se conformer. Ces miroirs des princes ont défini une éthique du bon gouvernement. Ils ont fixé les règles pratiques pour la direction de l'État selon, je dirais, le schéma suivant. Le souverain doit faire régner l'ordre et la justice dans son État. Pourquoi? Parce que s'il fait régner l'ordre et la justice, il permettra que le pays soit prospère. Or, si le pays est prospère, le pays rendra bien l'impôt. Les caisses de l'État vont se remplir. Si les caisses de l'État sont bien remplies, eh bien, on pourra payer une armée nombreuse, puisque l'armée est une armée de mercenaires, de professionnels, donc il faut payer. Et l'armée, bien entendu, est, je dirais, l'instrument du gouvernement qui va donner la force du souverain. Donc, vous voyez pourquoi la nécessité, je dirais, d'ordre et de justice, de cette nécessité découle comme un cercle que l'on peut appeler vertueux si on le souhaite. Alors cette littérature des miroirs des princes, elle apparaît dès le 8e siècle et à partir du XIe siècle, la réflexion politique se développe, se renforce, elle devient de plus en plus autonome vis-à-vis de la théologie, un petit peu comme si l'âge des sultanats, où le calife, je dirais, est réduit à cette fonction de donner sa légitimité au sultan, l'âge des sultanats a libéré, a-t-on parfois écrit, un espace nouveau pour la pensée politique. Alors l'œuvre majeure est sans doute celle de Nizam al-Mulk, qui donc était le vizir des sultans seldjoukides, et à la demande d'un sultan seldjoukide, de Malik Shah, il aurait donc rédigé à partir de 1086 la définition d'un bon gouvernement. Il insiste toujours sur la nécessité pour le souverain de bien choisir ce qui l'entoure. Et l'ouvrage, en réalité, est composé de 2 parties différentes, des derniers chapitres qui sont ajoutés après la disgrâce de Nizam al-Mulk et qui admoneste en fait le souverain qui, parce qu'il gouverne mal, risque de plonger le royaume dans le désordre. Alors pour conclure, je vais revenir une fois encore à Ibn Khaldoun et à ce que je disais en commençant, à savoir la plume et l'épée sont toutes deux des instruments dont le prince se sert pour conduire ses affaires. Alors c'est vrai qu'il y a dans le monde de l'islam médiéval un rôle croissant de l'épée
à compter du XIe siècle, une militarisation du pouvoir qui culmine avec les Mamelouks, cette caste de soldats au pouvoir, une militarisation du pouvoir qui, cependant, ne doit pas échapper aux qualités attendues du souverain, qui doit être un souverain légitime. Et comment est-on un souverain légitime? Eh bien, lorsqu'on réussit à établir un lien avec l'héritage califal, soit en obtenant l'investiture du calife, soit en copiant l'héritage califal dans le cas des Almohades. Sinon, ce souverain court le risque d'être renversé. C'est ce qui est arrivé à Sanchuelo, qui a pris indûment le titre califal en 1009. Il y a en quelque sorte là, je ne sais pas, ce qu'on pourrait appeler un califat d'autorisation. Et puis, deuxième qualité attendue du souverain, le souverain doit être bon et juste. Il doit tout simplement accomplir ses devoirs. Dieu confie au souverain les hommes et le souverain doit assurer leur bien-être en respectant les règles du bon gouvernement sur lesquelles insistent les miroirs des princes. Et l'un des maîtres mots, toujours, de la bonne gouvernance est celui de justice, d'équité. Sinon, eh bien, si le pouvoir n'est pas juste, il est renversé. Les rois de Taïfas qui, en péninsule ibérique, ont levé des impôts illégaux, ont pactisé avec les rois castillans et aragonais, sont renversés par les Almoravides. Autrement dit, il y a là aussi un califat d'exercice qu'il faut bien exercer, sinon, bien entendu, on risque de perdre le pouvoir. Alors, ces deux califats, en quelque sorte, d'autorisation, d'exercice, m'ont permis d'évoquer la fonction de celui qui exerce le pouvoir suprême. Autrement dit, j'ai évoqué ici un modèle de gouvernement. Ceci dit, ce modèle de gouvernement, il est inséparable de l'ordre du monde de l'islam au Moyen-Âge, qui est un ordre impérial, qui suppose en particulier le polycentrisme et donc la délégation du pouvoir, et qui suppose aussi une politique de gestion des différences. Mais c'était là en fait d'autres thématiques, d'autres facettes du gouverner en islam au Moyen-Âge qui m'auraient entraîné bien plus loin et bien plus longtemps. Voilà, je vous remercie de votre attention. Venez rejoindre la place centrale pour mener la discussion à partir de cet exposé très, très riche. Je signale, vous avez fait référence au bel article de Jocelyne Daclia dans les Annales. C'est un article des Annales de 2002. Jocelyne Daclia est directrice d'études à l'EHESS et c'est un article qui fait bien le point sur les miroirs des princes. D'ailleurs, il y a presque un problème là de dénomination, parce que la dénomination miroir des princes est une dénomination chrétienne et occidentale. Et quel est est-ce qu'il y a un terme arabe spécifique? Parce que la Jocelyne Daclia a donné ce nom qui est un nom occidental. Est-ce qu'il y a pour cette littérature un nom arabe spécial? Appuyez sur le bouton vert devant. Je réfléchis. Ils portent tous des titres en fait très différents qui souvent reprennent le terme de sultan, c'est-à-dire d'autorité, de pouvoir. Le terme le plus proche de prince serait le terme de malik, le terme de roi. Donc je pense que c'est plutôt le terme de sultan, ce qui a trait à sultania. Parce que le propre des miroirs des princes en Occident, il y en a dans la période carolingienne déjà, mais la grande majorité, c'est à partir du XIIe siècle, avec les grands traités de Jean de Salisbury, de Gilles de Rome, et puis ensuite ceux de Christine de Pisan. Ils ont aussi été considérés d'abord, avant d'être des traités généraux, comme des manuels d'éducation. C'est-à-dire que leur dénomination première, c'est des traités d'éducation pour les princes. Et par exemple, le grand miroir de Gilles de Rome, c'est pour Philippe le Bel. C'est Philippe le Bel qui accède au pouvoir, et donc on a écrit pour celui qui accède au pouvoir
un traité de bonne conduite, si je puis dire. Et est-ce qu'il y a la même chose dans le monde islamique? Est-ce que ces traités ont été écrits pour des personnages particuliers ou en fonction d'une réflexion théologique ou politique générale? Alors, je dirais, je pense qu'il y a un petit peu les deux. Certains ont été écrits effectivement pour un personnage particulier. Bon, je pense alors à Un miroir des princes, qui est lui aussi un petit peu spécifique, qui est l'ouvrage rédigé par le proche du sultan mérinide Aboul Hassan, où effectivement, là, c'est un miroir des princes destiné à un sultan particulier, celui que l'on considère comme étant le plus grand sultan de cette dynastie mérinide. Par contre, d'autres sont des traités, ma foi, très généraux. Enfin, celui que l'on considère comme le plus ancien traité, enfin, miroir des princes, celui d'Ibn al-Mukafa, est un traité général où on rappelle toute une série de conseils, en fait, on pourrait dire presque de bon sens, aux gouvernants, comment il doit se comporter pour être un souverain juste, puisque c'est le terme, enfin, c'est la notion vraiment qui est centrale dans ces miroirs. Est-ce que certains d'entre eux sont traduits en français? Est-ce qu'il y a un recueil de miroirs des princes Alors, un recueil avec l'ensemble des miroirs des princes, non. Certains, oui, ont été traduits en français, parfois même de manière très ancienne. Le traité d'Al-Mawardi, les statuts gouvernementaux, avaient été traduits extrême fin 19e siècle, début 20e siècle, je ne me souviens plus exactement, par Edmond Faillant. Donc oui, il y a des traductions, mais je ne pense pas qu'il y ait, j'ai pas l'idée qu'il y ait un recueil rassemblant l'ensemble de ces miroirs. Il y a des études, oui, sur l'ensemble de ces miroirs. Il y a une question que je voudrais vous poser. Vous avez insisté beaucoup sur la place qu'avait ce thème de la baria, du consentement, à la fois dans ces miroirs et dans la philosophie, la théologie politique de ce monde arabo-musulman. Une des caractéristiques pour faire, évidemment, votre exposé invite en permanence à faire un petit peu la comparaison avec le monde médiéval occidental et chrétien. Dans toute cette littérature chrétienne, un thème essentiel est celui du tyrannicide. C'est-à-dire qu'à côté de la littérature qui définit les qualités positives des princes, il y a une réflexion sur la délégitimation du prince qui ne met pas en œuvre ses qualités, délégitimation qui peut aller jusqu'à la légitimation de l'assassinat, c'est-à-dire le tyrannicide. Et se mêle complètement en Occident la littérature sur le tyrannicide, le droit du tyrannicide, et puis la réflexion sur les obligations à la fois morales et gouvernementales. Est-ce qu'il y a une littérature dans le monde arabe sur le tyrannicide ? Alors là, une littérature sur le tyrannicide, j'avoue que je... Est-ce que ce terme, je ne sais pas si c'est le terme tyran appartient à notre langue, mais disons le droit non seulement de déposer, mais le droit de tuer le mauvais gouvernant. Alors, si elle existe, je crois qu'il faudra aller la chercher chez les Kharijites, dans la tendance kharijite, qui effectivement serait peut-être celle pour laquelle on pourrait peut-être trouver ce type de notion. Mais pour le monde que je connais le mieux, qui est celui de l'Occident musulman, je n'ai jamais lu sous la plume des lettrés, que l'on puisse aller jusqu'à, je dirais, vouloir se débarrasser vraiment physiquement du souverain. Oui, on a écrit qu'il fallait effectivement, quand le gouvernement devenait illégitime, il fallait se débarrasser de ce mauvais souverain. Les oulémas peuvent le déposer, vous avez donné des exemples, mais le tuer, non. Pour Al-Andalus, pour l'Occident musulman, non, je n'ai pas le souvenir d'avoir lu ce genre de propos, parce que aussi, quelque part, le risque tout de même d'en venir à ces extrémités qu'est le tyrannicide, c'est qu'on va revenir à la discorde, on va revenir au désordre. Et l'une des choses que vraiment, je dirais, craignent avant tout les lettrés, c'est ce qu'ils appellent la fitna, la discorde, le désordre, qui revient en fait au temps finalement antérieur pour eux à l'islam en Arabie. Donc voilà, pour répondre à votre question, alors peut-être qu'il faudrait effectivement relire peut-être plutôt les textes liés au monde kharijite, au mouvement ibadite par exemple du Maghreb, mais avant justement le début du Xe siècle. Un autre élément de comparaison, c'est que cette notion de consentement, donc disons de baria, pour reprendre l'expression arabe que vous avez citée,
Elle a non seulement été au cœur de la réflexion sur le basculement dans la possibilité, dans le droit du tyrannicide, mais en même temps, c'est une notion, le consentement, qui a été la matrice d'une évolution en Occident vers l'idée démocratique, d'une manière ou d'une autre. Et là, ce qui semble frappant, c'est que l'idée de consentement n'emporte pas du tout, n'entretient pas de rapport avec quelque chose qui serait de l'ordre de ce qu'on pourrait appeler une souveraineté du peuple aujourd'hui. Alors que dans la théologie politique médiévale, la notion de consentement, elle laisse apparaître la possibilité de cette notion de souveraineté du peuple. C'est ce qui est très frappant chez Marcille de Padoue, par exemple, qui est à la fois sa réflexion théologie politique, montre la voie à ce que sera la notion de souveraineté du peuple, et de la même façon en Occident, ce sera le monde protestant qui, pour s'affirmer, passera d'une conception morale du consentement, si je puis dire, à une conception plus instrumentale. Or, si j'ai bien lu votre livre et suivi votre exposé, j'ai le sentiment que la notion de consentement n'emporte pas du tout la possibilité de cette extension de sens dans le monde. Je ne sais pas, parce que la bahia, elle doit toujours être prêtée en deux temps. La première, certes, c'est la bahia, ce qu'on appelle la chassa de l'élite, qui effectivement prête ce serment d'allégeance. Mais il faut ensuite que les populations dans les différentes villes, dans les provinces, prêtent elles aussi ce serment d'allégeance. Il y a vraiment ces deux temps. Moi, je pense quand même que dans ce second temps, la bahia de la hamma, comme on l'appelle, qu'on traduit souvent par plèbe, elle implique au moins, je dirais, qu'on attend le consentement des populations. Au Moyen-Âge, à la sortie de la cathédrale de Reims, on considérait que le couronnement n'était complet que si la foule proclamait « Vivat Rex » à la sortie. C'est-à-dire si la foule, en quelque sorte, votait pour le souverain. Et le terme même d'élection, d'ailleurs, apparaît pour qualifier ce type de cérémonie d'approbation non formalisée, je dirais, qui est... Et est-ce qu'il y a donc, là aussi, on voit que cette forme d'approbation, elle a, dans le langage même qui était utilisé en Occident pour la qualifier, pouvait passer de cette élection simplement comme acclamation, disons, à une élection comme qui va évoluer vers une forme de procédure de type démocratique. Or là, on a le sentiment, dans le monde que vous avez décrit, qu'il n'y a pas de moment qui ira vers ce basculement. C'est vrai, mais moi j'insiste quand même sur l'idée que ces deux bahia, elles sont nécessaires. Elles portent le même terme d'ailleurs, ce qui est quand même révélateur. On attend la même promesse d'obéissance finalement des grands, puisque le pouvoir repose finalement sur à chaque fois le pouvoir de la force militaire, des hommes qu'on aura derrière soi, et on attend, je dirais, des populations cette même promesse d'obéissance. On demande la bahia. Abderrahman III envoie des lettres, on a conservé donc ce témoignage, il envoie des lettres à tous ces gouverneurs de province. Les gouverneurs de province doivent, dans la grande mosquée, chacun de leur ville, rassembler les populations pour obtenir ce même serment d'obéissance. Et il y a des exemples où il n'a pas été obtenu, ce serment ? Alors, il n'y a pas d'exemple où il n'a pas été obtenu, mais en fait, il y a des exemples lorsque, en Al-Andalus, à la fin du IXe siècle, il y a ce qu'on appelle une première fitna, une première justement rupture d'obéissance, eh bien, les populations, justement, ne prêtent plus le serment, à l'époque, c'est l'émir, à l'émir de Cordoue. Les populations sont révoltées, et les populations, alors bien sûr sous, je dirais, l'égide de leur gouverneur souvent, ou d'un chef local, ils sont passés à la rébellion. Donc il y a un pouvoir de dire non, parce que d'un certain point de vue, toute l'histoire du consentement n'est pas simplement la possibilité de dire oui, c'est le pouvoir de dire non. Et le pouvoir de dire non, donc là, dans cet exemple, il est clairement exprimé. Oui, moi je pense que dans les mouvements de révolte qui ont donc, pour Al-Andalus, elles ne sont pas très nombreuses, mais tout de même, qui d'ailleurs ont bien failli en finir avec le pouvoir central de Cordoue, parce que le principal, je dirais, rebelle est allé même jusqu'à menacer la capitale. Il y a eu un moment où effectivement les populations ne prêtaient plus la bahia, ne prêtaient plus le serment, ou aussi refusaient de donner l'impôt à l'émir. Donc il y a eu, oui, des mouvements de révolte finalement.
de refus de prêter le serment, de refus de prêter cette baya et de prêter l'obéissance. Donc ça veut dire qu'il y a tout de même un pouvoir du peuple, d'une manière ou d'une autre, qui existe, comme il y a cette capacité de dire non. Oui. Une autre question qui semble très intéressante, qui me semble très intéressante dans ce que vous avez dit, c'est que vous avez insisté au début de votre exposé sur le fait que en son origine, le pouvoir du califat repose sur le fait que le calife appartient à une tribu directement descendante du prophète. Bon. Mais à partir d'un certain moment, il y a des tribus qui ne sont plus descendantes du prophète, et donc il y a une rupture en quelque sorte. Et cette rupture, elle est consacrée de façon, alors là, radicale, avec l'avènement du pouvoir mamelouk, parce que là, il n'y a plus du tout d'origine tribale. C'est simplement une origine que l'on peut dire professionnelle, ou une origine de capacité gouvernante, une compétence, disons, on pourrait dire d'une certaine façon. Et comment a été traité justement dans le monde musulman ce rapport entre c'est quand même une rupture énorme, entre une légitimité que l'on pourrait dire d'origine ou d'autorisation, et puis une légitimité de compétence. Est-ce que ces deux formes de légitimité ont été en conflit, ou bien est-ce qu'on va voir progressivement l'une l'emporter sur l'autre? Moi, j'ai quand même le sentiment que la première légitimité, la légitimité califale, elle demeure tout le temps. Puisque certes, les Mamelouks sont au pouvoir parce qu'ils ont une force militaire, que c'est une classe militaire, etc. Mais il n'empêche qu'ils ont quand même besoin de cette légitimité califale. Ils font venir au Caire le dernier descendant du calife abbasside renversé donc par les Mongols à Bagdad, et tout au long de l'histoire mamelouk, mais jusqu'à la fin de l'époque mamelouk, et ça se poursuivra d'ailleurs, c'est très curieux, à l'époque ottomane encore, la légitimité califale, on la recherche. Même si la réalité, bien sûr, du pouvoir va reposer sur la force militaire, il n'empêche que cette légitimité califale, on la recherche. Je crois qu'elle reste première. Et bon, il y a une histoire, mais qui semble être un témoignage plutôt tardif, qui raconte que le premier sultan ottoman, Sélim Ier, donc renverse les Mamelouks au Caire en 1517, et il aurait, dit-on, emmené à Constantinople le dernier descendant du califat abbasside, et il se serait fait remettre le califat par ce sultan ottoman. Alors bon, c'est une tradition, semble-t-il, beaucoup plus tardive, qui n'apparaît qu'à la fin du XVIIIe siècle, mais qui est quand même, je crois, la preuve que on veut à tout prix conserver cette légitimité, qui est fondamentale, je crois, cette légitimité califale. Alors bon, en réalité, c'est une tradition tardive, et ce titre califal, finalement, du sultan ottoman, il n'est prise qu'après 1774 et le traité signé entre les Ottomans et les Russes suite à la perte de la Crimée par l'Empire ottoman, où là, on va bien distinguer le pouvoir du sultan ottoman, qui n'a plus autorité, on pourrait dire, politique, militaire sur la Crimée, mais qui va conserver l'autorité spirituelle. Mais ça veut dire que tout au long de l'histoire, et bien plus tard, bien plus loin qu'après le Moyen-Âge, on conserve ce besoin de se rattacher d'une manière ou d'une autre à ce qui a été la première forme finalement de pouvoir dans l'islam. Oui, d'une certaine façon, on le voit toujours aujourd'hui, même si c'est sous des formes très, très amoindries. En tout cas, ça pèse toujours. Je voudrais vous poser une question aussi sur le terme même de califat, parce que très souvent, la traduction qui est employée, c'est aussi la traduction le vicaire. Le vicaire, dans le nom latin, c'est le nom qui a été donné non pas à l'empereur, mais au pape. Donc, la particularité, là, c'est tout de même que la figure du calife est à la fois celle du pape et de l'empereur, si je puis dire. Alors qu'en Occident, il y a eu très tôt la séparation entre les deux cités qui était théorisée par saint Augustin. C'est quelque chose une distinction qui n'apparaît pas immédiatement, même si cette opposition entre le sultan et les oulémas va devenir progressivement structurante, elle va devenir pratiquement structurante sans avoir été théologiquement fondée en quelque sorte.
C'est vrai qu'il n'y a pas le terme de khalifa, voilà, effectivement c'est celui-là, c'est le terme de remplaçant, celui qui va tenir lieu de, avec cette discussion sur le titre véritablement porté par le premier des califes, Abu Bakr, est-ce qu'il était khalifat Allah, remplaçant de Dieu, ou est-ce qu'il était khalifat Rasulallah, le remplaçant de l'envoyé de Dieu, le remplaçant du prophète. Et donc ce titre, effectivement, a entraîné, alors c'est très discuté, je dirais, là on arrive sur un terrain historiographique, je dirais, très riche. Très longtemps, effectivement, les chercheurs ont insisté sur l'idée de cette confusion entre pouvoir spirituel et pouvoir temporel dans le monde de l'islam, et ce qui aurait en fait empêché le monde de l'islam de parvenir à dégager, on pourrait dire, une théorie du politique bien distincte du spirituel. Bon. Donc c'est en réaction contre cette tendance-là que certains chercheurs ont insisté, au contraire, en travaillant sur les miroirs des princes, sur l'idée qu'il existe une théorie du politique bien distincte en fait du religieux depuis l'origine. Donc pour répondre à votre question, effectivement, il y a cette union finalement dans la même personne, qui est le calife, de ces deux autorités, l'autorité temporelle, l'autorité spirituelle, et Ibn Khaldoun le dit bien lui-même, il dit bien que le calife, il est comme le prophète, il doit régner au spirituel et au temporel, et j'ai pas le sentiment qu'il y ait eu, qu'on ait vraiment rédigé quelque chose séparant bien, mettant en place une distinction entre ces deux versants finalement du pouvoir du calife. Parce que dans la tradition chrétienne et occidentale, il y a la différence entre le souverain qui est représenté dont l'image la plus positive est celle du pasteur des hommes, c'est la vision pastorale, alors que le pape est un pasteur des âmes, il n'est pas un pasteur des vies. Donc à l'intérieur même de la théorie pastorale, il y a la claire distinction qui est très vite faite. Alors que effectivement, dans le monde, de toute façon, le calife restera jusqu'au bout, je dirais, c'est ce remplaçant, celui qui va tenir lieu de vicaire de Dieu, et de vicaire aussi de l'envoyé de Dieu. Une question à ce propos-là, puisqu'on envisage des termes dans leur origine latine ou dans leur origine arabe. Quels ont été dans cette période, on sait que le retour à Aristote s'est fait en partie à travers les traductions arabes qui ont circulé en Occident, et que les érudits occidentaux maîtrisaient l'hébreu et l'arabe pendant cette période. Qu'est-ce que l'on sait sur les traductions ou l'importation de la littérature, je dirais, de type théologique des oulémas pendant cette période en Occident? Oui, le passage en fait de ces textes théologiques du monde de l'islam vers le monde... Oui. Alors bon, la traduction fondamentale, c'est la traduction du Coran, ce sont les travaux relatifs à la traduction du Coran. Est-ce que, alors peut-être un peu plus tard, une traduction des recueils de hadiths. Mais oui, effectivement, l'Occident va bien sûr s'intéresser, je dirais, au message, au contenu du message coranique. Oui, bon, ça n'était enseigné qu'au Collège de France par la Sorbonne, ça veut dire que c'était considéré comme secondaire à l'époque. Oui, mais quand même, on essaye justement, avec des buts peut-être pas forcément toujours bien avouables, mais on veut justement connaître la pensée pour mieux lutter contre l'adversaire. L'idée est celle-ci, d'arriver à des traductions du Coran de façon à être capable d'avoir, je dirais, les armes intellectuelles pour mener des joutes intellectuelles et convaincre l'autre. Alors, il y a une grande question, et je voudrais surtout qu'on insiste sur celle-ci, c'est celle du rapport à l'universel, parce que la notion même de califat est celle d'un pouvoir qui est spirituel et temporel, qui vise à l'universel. La grande histoire en Occident, ça a tout de même été celle du moment où on a théorisé la rupture de l'universel. La théorisation de la rupture de l'universel, elle s'est faite
avec une idée très simple que l'on voit apparaître à peu près au XIVe siècle, ou à la fin du XIIIe. C'est l'idée selon laquelle il faut avoir évidemment le but et l'empire. Et on ne peut avoir comme but qu'un but universel. Et donc l'empire est la forme politique positive de l'universel, et donc forcément la référence. Mais que les faits rendent parfois l'universel difficile à réaliser immédiatement, et donc il faut pratiquer une sorte d'universel limité. Et cette vision de l'universel limité, c'est toute la théorie politique qui sera celle du roi empereur en son royaume. C'est-à-dire qu'on va considérer, on va considérer que la formation de ce qu'on appellera les États-nations, et c'est le grand médiéviste Bernard Guéné qui a mis l'accent sur cette dimension-là, c'est que l'État-nation est né non pas comme une espèce d'abandon de l'idée d'empire, mais comme une sorte de recherche d'un espace pratique de réaliser l'empire de façon limitée. L'universel ne pouvant pas être immédiatement l'universel général, il fallait pratiquer une sorte d'universel limité. Donc, l'idée d'État-nation s'est imposée à ce moment-là comme une forme politique non seulement légitime, mais qui n'était pas un abandon de l'universel, mais une nouvelle pédagogie, si je puis dire, de l'universel. Donc ça, et c'est ce qui explique d'ailleurs pourquoi les États-nations modernes sont nés à la périphérie de l'Empire. Le Saint-Empire romain germanique, il est resté, je dirais, dans son ambition impériale au centre de l'Europe, mais c'est à la périphérie de l'Empire, c'est-à-dire en Angleterre, en France et en Espagne, que l'idée d'État-nation s'est développée avec cette vision de l'universel limité. Dans le monde musulman, on a le sentiment que la vision de l'universel, justement, elle ne prend pas ce chemin, qu'elle reste toujours la vision impériale, si je puis dire, et qu'elle peut être teintée de nostalgie, elle peut être teintée du sentiment d'inaccomplissement, mais elle n'est pas en quelque sorte reformulée. Alors que cette reformulation de la notion même d'universel en Occident a été décisive dans l'histoire des formes politiques modernes. Oui, alors là je suis tout à fait d'accord avec vous. Le califat unitaire, finalement, il cesse d'exister. Alors, il cesse d'exister, on pourrait dire finalement, dès 756, dès qu'est proclamé l'émirat de Cordoue. Mais chez les intellectuels, chez les lettrés, reste toujours l'idée que la Oumma, elle est une, indivisible, et que le khalifa, il est le khalifa de l'ensemble du monde musulman. Et quand je me suis plutôt médiéviste quand même, mais j'ai jeté un petit coup d'œil sur ce qui se passait après, et finalement dans le monde des Ottomans, on retrouve cette même prétention toujours qu'a le sultan à l'universel. Ça oui, et malgré finalement la création de ces États régionaux, comme on les appelle aussi, à la fin de la période médiévale. En Occident musulman naissent ces 4 États régionaux, dans celui de Grenade, celui de Fès, celui de Tlemcen et puis celui de Tunis. Malgré cette création des États régionaux, qui est une réalité, je n'ai pas le sentiment que les intellectuels réfléchissent à cette apparition d'États régionaux. On continue à concevoir finalement la communauté musulmane comme étant un seul et unique ensemble. La vision impériale, finalement, elle demeure tout au long de l'histoire. Parce qu'on pourrait dire dans le monde européen qu'elle ne disparaît complètement qu'avec la guerre de 1914. Parce qu'il y a encore à ce moment-là, bon, c'est vrai aussi que c'est l'Empire ottoman qui disparaît, mais les empires européens continuaient à représenter quelque chose dans l'imaginaire politique européen qui s'interrompt à ce moment-là. Alors j'ai une autre question à vous poser, parce qu'elle est évoquée dans votre livre, vous n'avez pas évoqué dans l'exposé. C'est le fait que l'expansion de l'islam pendant la période médiévale que
que vous avez étudié est une expansion géographique absolument phénoménale, parce qu'il y a l'islam occidental, comme on dit, El-Andalus, mais en même temps, on va jusqu'aux rives du Gange, et donc on embrasse, je dirais, une grande partie du monde méditerranéen et asiatique. Et donc, il y a des populations qui ne sont pas musulmanes. Et donc, quel est le rapport, le fonctionnement, je dirais, des institutions politiques et religieuses que vous avez décrites dans des univers dans lesquels les musulmans peuvent être parfois minoritaires? C'est quand même un fait absolument massif, parce que là, vous pouvez penser qu'il y a un présupposé dans le monde du Moyen-Orient, mais même, on le voit bien, en tout cas dans l'Afrique du Nord, que pendant toute une période, il n'y a pas que des musulmans. Et donc, il y a même des espaces politiques dans lesquels ils sont très minoritaires. Donc, quelle est la pensée politique d'un monde dans lequel la communauté humaine pratique, si je puis dire, n'est pas celle de la communauté des croyants? Alors, bon, ça c'est une réalité sur laquelle maintenant on est tous chercheurs d'accord pour dire que l'islam reste la religion d'une petite minorité, des gouvernants, jusqu'à en fait très tard dans l'histoire de l'islam. Je dirais, très tard, j'entends globalement, sans doute au milieu du Xe siècle pour Al-Andalus. Et avec cette difficulté que c'est justement au moment où cette communauté musulmane va devenir majoritaire que sont produits l'essentiel des sources sur lesquelles nous travaillons. Donc, ce qui nous pose aussi un problème. Alors, comment le pouvoir est-il conçu? Justement, avec cette association de ces populations qu'on appelle les populations du livre, les juifs et les chrétiens, qui ont un statut juridique à l'intérieur de cet ensemble qui est le monde de l'islam. Le monde de l'islam, le souverain, justement le prince, doit garantir le bien-être de ses sujets, mais y compris donc ceux qui sont ce qu'on appelle les tributaires, les chrétiens et les juifs, qui ont un statut bien spécifique, mais qui sont, je dirais, pensés dans la globalité finalement de l'empire. C'est pour ça qu'en conclusion, j'ai simplement évoqué, parce que bon, ça m'aurait entraîné un petit peu trop loin, j'ai mis l'accent plutôt sur le modèle de gouvernement, mais on est dans un système finalement impérial où on a des populations qui sont différentes, en particulier par leur religion, mais je crois aussi, ça on l'a beaucoup moins dit, on a beaucoup insisté sur la religion, mais beaucoup moins sur la langue, des populations qui sont aussi très différentes par la langue, et ces populations, mais ma foi, elles sont associées finalement au fonctionnement global de l'Empire, avec des statuts bien particuliers, alors, la liberté de religion qui est conservée, donc les chrétiens et les juifs conservent leurs édifices de culte, un impôt spécifique qui est payé, les musulmans payent un impôt donné, les chrétiens et les juifs un autre impôt. Mais donc il y a, je dirais que le système de gouvernement est pensé dans sa globalité en réfléchissant à ces populations qui restent des populations majoritaires très longtemps. Mais justement, dans El-Andalus, dont vous êtes spécialiste, que vous avez particulièrement étudié, cela veut dire qu'au Xe siècle, la proportion de chrétiens et de juifs par rapport aux musulmans, elle est de quel ordre? Alors bon, c'est un sujet vraiment, c'est un sujet de très nombreux débats. Disons que le consensus, l'idée moyenne est que le basculement de 50%, disons pour simplifier, de chrétiens et 50% de musulmans, le basculement se fait au milieu du Xe siècle, avec par contre une petite minorité de populations juives qui semble être restée, disons, globalement constant tout au long de l'histoire. Sachant qu'on manque de sources, on n'a aucune source comptable, que simplement on évalue, c'est pour ça qu'il y a des évaluations extrêmement différentes d'un auteur à l'autre, on évalue ceci en fonction des rares mentions de parfois encore un évêque, il y a encore la mention d'un évêque à Malaga au début du XIIe siècle, donc ça veut dire qu'il y a encore une communauté chrétienne à Malaga, oui mais de quelle ampleur? Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est vraiment un domaine, je dirais, sur lequel... Bon, il est très très difficile d'avancer des chiffres. Et bon, je pense que c'est la valeur moyenne que moi je donne en général à mes étudiants, parce que c'est celle sur laquelle il y a le consensus le plus grand, de dire que ma foi, c'est aux alentours du milieu du Xe siècle que s'est fait le moment, disons, de basculement d'une majorité chrétienne à une majorité de musulmans. Et quelle est l'interprétation des raisons, des causes de ce basculement?
Alors, il y en a, bon, il y en a plusieurs différentes. Un certain, peut-être, on pourrait dire, pragmatisme. Le fait que, bien entendu, les non-musulmans, hein, les chrétiens, les juifs, ne pouvaient pas avoir accès à toutes les fonctions de l'administration. Donc ça, c'est souvent un argument qui est avancé par les chercheurs pour dire, ben voilà, ça va être par pragmatisme qu'on va se convertir à l'islam en espérant avoir des postes plus élevés. Bon, moi, c'est pas un argument qui me paraît toujours pleinement convaincant, parce que si on prend le pouvoir du souverain ziride à Grenade au XIe siècle, son vizir était juif. Donc là, on a, je dirais, des contre-exemples flagrants. Je dirais qu'on a des différentes hypothèses amenées, mais je dirais dont aucune, moi, ne me convainc pleinement. Comment dire ? Peut-être que l'argument, enfin celui qui est le plus développé, peut-être le plus convaincant, est d'une certaine aussi, de la mixité, en fait, on pourrait dire sociale au quotidien, les mariages mixtes. Les mariages mixtes qui ont petit à petit finalement entraîné un nombre grandissant d'enfants vers l'islam, hein, puisque donc il faut bien entendu suivre la religion du père, hein, et bon, bien entendu, des mariages mixtes, hein, et du fait que finalement cohabiter parfois dans les mêmes maisons, hein, chrétiens, parce que le problème se pose peu finalement pour le judaïsme et beaucoup plus pour le christianisme, ces mariages mixtes ont entraîné petit à petit ce basculement. Et est-ce que l'histoire de la désislamisation dans la péninsule ibérique permet de comprendre symétriquement le phénomène, parce qu'à l'inverse, on a vu la désislamisation plus tard. Non, alors là, moi je pense par contre que ce sont vraiment deux phénomènes extrêmement différents, parce que les dhimmis, hein, les tributaires, avaient un statut, je dirais, était reconnu, pouvait légalement exister dans le monde de l'islam. Alors que, au contraire, lorsque les rois catholiques font l'unité politique du royaume, ils veulent la faire suivre tout de suite de l'unité religieuse. Ils commencent par s'en prendre aux juifs qui sont expulsés et peu de temps après aux musulmans. Donc là, je dirais que c'est un mouvement qui, je crois, est très très difficile à comparer au mouvement précédent. Là, il y a une volonté de la part des rois catholiques pour parfaire l'unité politique de leur royaume, d'arriver très vite à l'unité religieuse. Donc là, la désislamisation, elle a pris, je dirais, une allure et des chemins extrêmement différents du mouvement qui se joue sous le califat de Cordoue, finalement. Vous avez donc écrit ce livre, je rappelle son titre, « Gouverner en terre d'islam ». 10e, 15e siècle, parce que c'est au programme de l'agrégation d'histoire et du CAPES pendant 2 ans, et que vous enseignez cette matière à l'université de Nantes. Qu'est-ce qui est enseigné sur cette période-là dans une université à Bagdad, au Caire, à Marrakech, à Alger aujourd'hui ? Qu'est-ce qui est enseigné sur le gouverneur ? Oui, qu'est-ce que là vous publiez ce livre-là, vous enseignez vos étudiants français sur ces thèmes-là. Quel est, disons, l'état de la recherche et l'état de l'enseignement sur cette histoire de l'islam médiéval et des problèmes du gouvernement dans l'islam médiéval dans les grandes capitales arabes aujourd'hui ? Alors là, vous me posez une colle. Pour les collègues avec lesquels je suis en contact, je pense à un collègue du Caire, par exemple, on enseigne les premiers temps. On enseigne, par exemple, le temps des califes bien guidés. Pour les collègues du Maroc, on enseigne bien sûr beaucoup l'histoire d'Al-Andalus, hein, aussi bien plus d'ailleurs peut-être le temps des Almohades que le temps du califat de Cordoue, mais on enseigne en fait, on pourrait dire presque une histoire un petit peu plus régionale en quelque sorte. Hein. Bon, pour les autres, j'avoue, j'ignore complètement ce qu'on enseigne à l'heure actuelle à l'université de Bagdad sur le Moyen-Âge musulman. Je ne sais pas comment le savoir d'ailleurs, véritablement. C'est une autre. Bon, il faudra envoyer des émissaires là-bas. Voilà. Mais avant cela, on vous remercie vraiment pour cet exposé tout à fait passionnant.